Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Direct. Très heureux de vous retrouver pour votre heure d'information consacrée à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Avec à la une ce soir la fête de la musique. Vous le savez, elle aura bien lieu lundi prochain avec cette annonce faite par le gouvernement. Les mini-concerts seront autorisés dans les bars et les restaurants. Reportage dans quelques instants à Marseille où cela signifie que la liberté est de retour, ou presque, vous le verrez. Autre sujet à la une ce soir, le Grand Prix de France, bien sûr. Il se déroulera ce dimanche sur le circuit du Castellet, c'est dans le Var. Vous verrez que les villages autour ne profitent plus autant qu'avant de l'impact économique, des retombées économiques de cet événement. La jauge est réduite aussi pour les spectateurs cette année. Et puis nous verrons comment la principauté de Monaco protège les hippocampes, cette espèce marine en voie de disparition. Le musée océanographique monégasque avait prélevé des bébés qu'il vient de relâcher en mer Méditerranée. Voilà pour le sommaire et les titres ce soir sur le plateau du Grand Direct. On va commencer donc avec la fête de la musique qui aura bien lieu et c'est une bonne nouvelle. Lundi soir, vous pourrez d'ailleurs profiter de petits concerts dans les bars et les restaurants. Le gouvernement en a fait l'annonce en ce vendredi matin. Des restaurateurs et des propriétaires de bars qui sont ravis, qui vont pouvoir proposer un peu de liberté à leurs clients ou presque. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage tourné à Marseille par Cindy Chevaux. C'est une bonne nouvelle pour tous les mélomanes. À Marseille, il sera possible d'assister à des concerts autour d'un verre lors de la fête de la musique. Pour les Marseillais, s'annonce un moment de liberté retrouvé. Moi je trouve que c'est une super bonne idée parce qu'après l'année qu'on a eue, refaire des concerts, ressortir, revoir du monde, et ça va faire du bien à tout le monde, surtout pendant la fête de la musique. C'est un peu symbolique, comme si ça revient un peu, quoi. Donc je trouve que c'est une très bonne chose. Je pense que personne ne veut revivre la déconvenue qu'a été septembre dernier où après 2 mois très agréables, on s'est retrouvé à aller vers un autre reconfinement. Donc je pense que les personnes retiennent les leçons. Si les concerts devaient se dérouler uniquement en extérieur, le protocole sanitaire est aujourd'hui assoupli. Mais sur le papier, certaines règles seront toujours en vigueur. Le port du masque est recommandé, sans oublier l'interdiction de se rassembler à plus de 10 personnes sur l'espace public. Après avoir programmé puis annulé un concert dans son établissement, ce gérant de bar se retrouve dans l'obligation de réorganiser sa soirée. On subit des annonces qui changent du jour au lendemain et qu'on ne sait pas où c'est qu'on va mettre les pieds. Donc pour l'instant, je ne peux rien organiser, j'étais obligé de tout annuler. Tout ce qui est festif est une bonne nouvelle, évidemment, avec ce qu'on a subi depuis plusieurs mois, c'est une très bonne nouvelle. Mais en termes de travail, ça reste un peu plus compliqué, oui. Un peu plus compliqué mais bénéfique. Tout le monde en a besoin, les artistes eux-mêmes, mais aussi les publics. Ça permet justement de provoquer des émotions, de faire de nouveau rêver, de se retrouver. Et c'est important. Alors bien sûr, en respectant des règles, parce qu'en même temps, ayons toujours à l'esprit quand même cette crise sanitaire. Le couvre-feu, lui, prendra fin dès ce dimanche. L'occasion de faire la fête toute la nuit. La fête elle se prolongera certainement entre le 6 juillet et le 17 juillet pour le Festival de Cannes, qui lui aussi a été maintenu, décalé, habituellement programmé en mai. Festival de Cannes présidé par Spike Lee, on ne connaît toujours pas d'ailleurs la composition du jury. Et c'est un festival qui est très attendu évidemment par le tissu économique cannois, qui est sevré de clientèle depuis plus d'1 an. Les bars et les restaurants, là aussi en première ligne, certains en ont profité pour faire des travaux. Et d'autres s'inquiètent, notamment les hôteliers, du manque de réservations à moins de 15 jours du début des festivités. Kelly Vargin. Dans ce bar à l'ambiance vintage situé tout près du Palais des Festivals, on attend le 6 juillet avec impatience. Les gérants ont réalisé 15 à 20 000 euros de travaux pour moderniser leur établissement et attirer les clients. Et heureusement, ils le font en juillet, donc on est vraiment dans l'attente de ce nouveau festival. On a fait un peu de travaux, un petit peu de peinture. Au lieu d'en avoir un seul barman qui puisse faire les cocktails, on en a fait 2. Après, on a augmenté le nombre de bières à la pression. On a allégé aussi l'aménagement à l'intérieur. Et après, l'extérieur, pareil, on a refait le mobilier, parce que c'est vrai que ça commençait un peu à vieillir. Dès le mois de juillet, le personnel va quasiment doubler. Dans cet autre établissement à proximité, également des Marches, on a déjà recruté tout le personnel nécessaire. On est sur le Bobo Bistro à 25 personnes tout compris. On a prévu effectivement avec nos différents fournisseurs
tout ce qu'il faut pour répondre à la demande. Du jour au lendemain, on double quasiment notre fréquentation, donc ça se prépare, ça s'anticipe. Ce gérant d'hôtel est prêt, mais rien n'y fait. Le planning de réservation a du mal à se remplir, en cause l'absence de clients étrangers. Dans l'hôtel, effectivement, j'ai 25 chambres et à ce jour, on a 7 chambres effectivement de réservées pour le Festival de Cannes. C'est vrai qu'on avait des Américains, on pouvait avoir des Japonais, des Chinois, des Anglais. Et c'est vrai que pour l'ensemble de ces nations, pour l'instant, il y a très peu de réservations. Et il n'est pas le seul dans cette situation. Actuellement, le taux de réservation pour les hôtels 3 étoiles à Cannes avoisine les 20-25%. Bonsoir Christophe Souk. Bonsoir Nicolas. Merci d'être là. Vous venez d'arriver sur ce plateau, c'était tout juste. Je le précise parce que vous êtes un peu essoufflé et vous vous êtes dépêché. Vous êtes vice-président de l'UMI dans les Alpes-Maritimes, à Nice notamment. Les deux sujets qu'on vient de voir vous intéressent parce que vous êtes restaurateur, propriétaire de bar à Nice et à Cannes, donc à la fois lundi soir avec la fête de la musique et le festival de Cannes au début du mois de juillet, vous êtes concernés. On va commencer peut-être par la fête de la musique. Est-ce que c'est une bonne nouvelle finalement pour vous d'annoncer là, en ce vendredi matin, que vous allez pouvoir organiser des mini-concerts? Est-ce que c'est pas trop tard pour booker des artistes et programmer des soirées? Dans la situation dans laquelle on est, tout est bon. Voilà, je vais vous dire très honnêtement, tout événement qui se rajoute, qui s'ajoute, on est content. On est content, en plus ça tombe un lundi soir, donc on va pouvoir profiter du week-end. On a une demi-finale de top 14 ce soir, une autre demain soir. On a la France qui joue demain après-midi. On va avoir une vraie émulation du public qui va sortir, qui va vraiment prendre position dehors sur les terrasses des bars et des restaurants. Non, très bien. Et lundi, ça va peut-être nous donner un petit jeudi soir ou un petit vendredi soir supplémentaire. On prend. Alors, est-ce que du côté du protocole, ça s'annonce pas quand même compliqué parce qu'on ne peut toujours pas se regrouper à plus de 10. Quand on écoute un concert, on est vite tenté de créer une forme de foule, un agglutinement. Alors c'est ça, la dichotomie elle va être là, c'est-à-dire on a l'autorisation à Nice de mettre des bandes de musique sur les terrasses, mais de pas de provoquer de foule. Donc ça va être un petit peu compliqué à gérer. Bon après, très honnêtement, je pense qu'on va gérer sur place. On a un peu l'habitude, ça fait maintenant 1 an et demi que l'on gère les masques, les distanciations, à parler aux gens. Les gens comprennent maintenant, contrairement à l'année dernière, à l'été dernier. Donc on a un public qui est beaucoup plus réceptif cette année qu'il l'était l'été dernier. Et très honnêtement, c'est très agréable. Quel bilan faites-vous de la réouverture de vos établissements depuis ces dernières semaines? Est-ce que ça se passe bien au niveau fréquentation et respect des protocoles, y compris quand on arrive au milieu de la soirée et que tout le monde a un petit peu bu? Alors au départ, j'avais fait sur ce même plateau une référence à la bamboche Champagny parce qu'effectivement à 21h, je suis désolé, mais on n'avait pas spécialement de problème, on gagnait pas spécialement d'argent, mais on était content d'ouvrir et puis ça permettait de rassurer notre clientèle. 23h, on a un petit peu plus de mal à mettre les gens dehors. Une fois qu'ils sont lancés, ils ont un petit peu de mal à partir. Par contre, ils sont beaucoup plus réceptifs, ce que je disais à l'instant, ils sont beaucoup plus réceptifs que l'été dernier. Et honnêtement, ils mettent le masque pour entrer. On n'est plus obligé de dépenser des boîtes et des boîtes de masques jetables chirurgicaux comme on le faisait l'été dernier. On a pris l'habitude en fait finalement. Voilà, tout à fait. Les gens ont pris l'habitude. Et moi-même le premier, ça fait 2 jours que je suis en ville sans mon masque et je suis presque embêté. Ça me gêne. Il me manque quelque chose et je me demande si je ne fais pas une bêtise. Pourtant, je suis vacciné. Est-ce qu'économiquement, là où nous en sommes actuellement, c'est suffisant pour que les activités soient viables? Alors là, on est sur les mêmes bases que l'été dernier. C'est-à-dire qu'on a à peu près entre 60 à 70% du chiffre d'affaires 2019. On prend toujours 2019 comme référence. Si les chiffres qui ont été donnés hier par Rudy Sall, le président de l'Office du tourisme métropolitain, se vérifient, c'est-à-dire un aéroport qui va fonctionner à 70% de sa capacité. De Nice, aéroport de Nice. Donc juillet-août, je parle bien de juillet-août, les 70%. C'est-à-dire qu'on va avoir un festival de Cannes qui va être bon. On va avoir, je pense, un Grand Prix auto qui va être bon et on va avoir surtout des touristes qui vont enfin revenir sur Nice, sur Cannes, enfin sur la Côte d'Azur. Alors ça tombe bien, le Grand Prix c'est le prochain sujet qu'on va voir ensemble, vous allez rester avec nous. Pour revenir sur Cannes, alors voilà, regardez ces images, elles sont tournées aujourd'hui, évidemment le Grand Prix qui rayonne, irradie sur toute la région. On va voir que c'est pas si évident que ça en fait parce que les villages notamment autour se plaignent un peu que les spectateurs soient condensés sur
simple site du Castellet. Mais revenons à Cannes un instant. Vous y possédez un bar. On a entendu cet hôtelier dans le sujet de Kelly Vargin qui nous disait qu'il était quand même inquiet parce que les réservations ne sont pas encore à la hauteur. On est à quelques jours du début du festival, le 6 juillet, et habituellement, à ces délais-là, les hôtels sont pleins à craquer, plus possible de réserver la moindre chambre. Est-ce que ça vous inquiète pas quand même un peu, ça ? On a un changement de fonctionnement de la clientèle. Tout va se faire dans les dernières minutes. Tout le monde attend, tout le monde observe, tout le monde attend de savoir qui va ouvrir, qui va fermer. Les frontières sont en train de se rouvrir au fur et à mesure. Toute l'Europe est en train de se déconfiner au fur et à mesure. Tout le monde va être à minuit 30 d'ici la fin de la semaine. Et effectivement, l'inquiétude que nos amis hôteliers ont, ils étaient à 14, 15, voire 18% maximum de réservations sur juillet-août. Là, les chiffres sont en train de décoller. Alors, il faut voir qu'avant, les réservations partaient dès l'année précédente, voire début d'année. Là, malheureusement, je crains que toutes les réservations arrivent dans les 3 semaines qui arrivent. Ils vont arriver, je pense, à des taux de remplissage de 60-70%. Tout du moins, c'est leur espoir par rapport à ce qui se passe dans le reste de l'Europe. Cannes, puisqu'on a beaucoup parlé de Nice, vous pouvez quand même prendre un peu la température avec votre établissement. Ça a repris aussi là-bas Alors, étonnamment, oui. J'étais peut-être plus pessimiste sur Cannes que sur Nice, puisque Cannes vit surtout à travers ses congrès et à travers son tourisme. Mais là, les Cannois et tout le bassin cannois ont vraiment joué le jeu. Les gens sortent. Alors peut-être plus dans les bars que dans les restaurants, mais la vie a vraiment repris sur Cannes. C'est très agréable, même s'il y a quelques petites batailles entre la mairie et notre syndicat patronal sur les terrasses. Mais bon, s'il n'y avait pas de litige, on s'ennuierait tellement. Ça serait trop beau. Mais même Cannes redémarre et je pense quand même qu'on va dans une bonne direction. Très honnêtement, sur la Côte d'Azur, on prend une bonne direction cet été. On ne sera pas au 100% de 2019, mais je pense qu'on devrait réussir à friser les 70-80% de notre activité. Oui, ce qui est pas mal, effectivement. Voilà, nos banquiers. De là où on part. Voilà, exactement. Par contre, on va falloir qu'on se pose extrêmement rapidement. Excuse-moi, je ne veux pas être rabat-joie. Excusez-moi, mais très honnêtement, l'automne et l'hiver me font peur. La crise financière arrive. On a un mur de dette qui arrive vers nous. Il faut absolument, et ça c'est le discours qu'on a pour les élections régionales, que l'on réfléchisse au non-remboursement du PGE. Voilà, oui, c'est ça. Et qu'on étale les délais, c'est ça. Alors minimum. Le problème, c'est qu'il y a une loi européenne qui interdit les remboursements au-delà de 6 ans. Donc soit on modifie la loi européenne, ce qui me paraît extrêmement compliqué, soit dans ces cas-là, on prend de l'argent de l'Europe que l'on donne à la BPI, et la BPI nous permet de ne pas payer la totalité des sommes, où la BPI joue un relais interne en France par rapport à la loi européenne et nous permet d'étaler plus longuement. L'idéal, ça serait que la BPI nous offre très gentiment, que l'État français nous offre les PGE. Ça aiderait énormément sur les cash flows. On va parler embauche juste après. Christophe Souk, après ce reportage sur le site du circuit du Castellet. Le Grand Prix se déroulera ce dimanche sur la piste du Var. Mais vous le savez, les Grands Prix de Formule 1, c'est sur 3 jours avec des essais qualificatifs le samedi et des premiers tours de piste dès le vendredi. C'était le cas aujourd'hui. Luca Licata Caruso et Yentel Criado étaient sur place. Évidemment, on a parlé protocole, mais pas seulement retombées économiques. Vous l'avez dit, ça irradie sur toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, sauf que certains villages alentours, eux, ne sentent pas vraiment les effets bénéfiques de ce Grand Prix. Luca Licata Caruso donc, et Yentel Criado. Vous l'entendez derrière moi, ici au circuit Paul Ricard, les voitures ont déjà entamé les tours de piste. Cette année, le Grand Prix de France peut accueillir jusqu'à 15 000 spectateurs par jour, contre 65 000 en temps normal. Alors, juste avant d'arriver dans le circuit, passage obligatoire pour tous les visiteurs dans cette tente pour passer un test Covid antigénique, du moins pour ceux qui ne sont pas vaccinés. Et malgré ces restrictions sanitaires, vous allez le voir, les fidèles sont au rendez-vous. Pas question de rater le spectacle. Nous, on habite le Bossé, donc évidemment, c'est important d'être ici. C'est le Grand Prix du pays, donc évidemment, c'est une fierté. Et j'espère qu'on gardera le Grand Prix et qu'ils ne le décaleront pas à Manicourt. C'est magnifique. Moi, c'est la première fois que je vois un Grand Prix en vrai, donc voilà, c'est assez récent. J'ai découvert le sport assez récemment. Mais non, ça fait plaisir, c'est fou de voir ça en vrai, le bruit et tout. J'attendais que ça, donc voilà. On est en famille, puisqu'il y a le grand-père, le père et le fils, et le petit-fils. Alors si ici l'ambiance est à son comble, ce n'est pas le cas en contrebas du circuit dans les villages alentours. Les habitants sont plutôt partagés. Certains sont bien évidemment heureux de voir les champions de Formule 1 sur leur terre. D'autres soulèvent notamment des problèmes de circulation.
Ils regrettent également que leur petite commune ne puisse pas, d'un point de vue économique, profiter pleinement de l'événement. À une époque, ça a été bénéfique, à une époque, parce que tout le monde en profitait. Mais là, il n'y a que ceux du haut maintenant qui en profitent. Le Grand Prix n'amène pas de monde parce que tous les gens restent en haut, avec la police qui surveille bien sûr les sorties et les entrées. Quant à la compétition, tous les projecteurs seront tournés vers le duel entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. 2 Français seront en lice pour ce Grand Prix de France, Esteban Ocon et Pierre Gasly, qui auront à cœur de briller à domicile. Les qualifications, ça commence demain dès 15 h. La course, quant à elle, se tiendra dimanche à la même heure. On espère une victoire française, évidemment, en bon chauvin que nous sommes. À la limite, on accepterait une victoire de Charles Leclerc, le monégasque, qui est quasiment un local de l'étape. On ira à Monaco tout à l'heure, d'ailleurs, pour s'intéresser au sort des hippocampes. Il rejaillit vraiment sur toute la région, le Grand Prix de Monaco. Oui, j'ai ma langue à fourcher. Sûrement à Nice, parce qu'il y a l'aéroport et que ça attire du monde. Mais est-ce que cette année, vous pensez qu'il va y avoir quand même ces touristes étrangers qui vont venir voir le Grand Prix? Alors, ceux qui vont gagner, c'est ceux qui travaillent en corporate. C'est-à-dire qui ont l'habitude de travailler avec des sociétés qui font des grosses réservations d'hôtels ou de restauration. Après, effectivement, la jauge est beaucoup plus basse que l'habitude. Donc, ce surplus de spectateurs ne va pas aller, effectivement, on entendait nos collègues se plaindre un petit peu, mais laissons un petit peu quand même le Grand Prix se faire. Je pense que ça attire du monde, y compris ceux qui ne peuvent pas accéder en tant que spectateurs. Il y a une émulation systématiquement tous les ans qui se crée sur tout le département autour du Castellet. Je voulais vous poser la question des recrutements, parce que pendant très longtemps, ça a été une vraie interrogation. Est-ce qu'aujourd'hui, les effectifs sont complets dans les établissements? Est-ce que vous avez trouvé des candidats pour travailler? Ce qui est fou, parce que ça vous est jamais arrivé, ça. Ça nous est jamais arrivé. On est, honnêtement, je vais essayer de rester poli, mais on est vraiment dans une très mauvaise situation. Voilà. Je veux dire, à titre personnel, il me faudrait 120 salariés. J'en ai crânement 92. Donc, vous voyez un petit peu combien il m'en manque. C'est un appel qu'on peut lancer aussi à nos spectateurs. Oui, tout à fait. Surtout les plus jeunes, vous pouvez travailler dans les bars, les restaurants, c'est sécure, et on manque cruellement de main-d'œuvre. Alors, on manque de saisonniers, on manque d'emplois à long terme et emploi court terme. Honnêtement, cette année, c'est très, très compliqué, et pour tout le monde, hein. Vraiment pour tout le monde. Donc oui, merci à nous aider. Tous les sites, on a créé même des sites d'extra, on a créé des sites de travail temporaire, mais malgré tout ça, on n'a pas cette main-d'œuvre, on l'a pas. Vous l'avez dit, donc 92 salariés, et il vous en faudrait 120, effectivement. Il y a encore de la marge, vous avez bon espoir, ou là c'est tard, on est quasiment au mois de juillet? Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va devoir ne pas respecter les heures d'ouverture que l'on fait habituellement, c'est-à-dire qu'il va falloir ouvrir plus tard, on va faire peut-être sauter le service du midi. Enfin, moi, en ce qui me concerne, dans mes établissements qui sont des bars-restaurants qui travaillent plus tôt en fin d'après-midi et le soir, on ne va pas ouvrir le midi sur les établissements, ce que je fais actuellement, et je risque effectivement pour le premier été depuis... je pense, ça fait plus de 30 ans que je fais ce métier, je ne vais pas pouvoir en plein mois d'été, en plein mois de touristique, pouvoir ouvrir mes établissements comme je le veux, par manque de personnel. Honnêtement, c'est inédit. Oui, c'est fou. Une dernière chose, vous parliez tout à l'heure de l'Europe, des PGE, des délais qu'on vous accorde pour rembourser ces PGE. Est-ce que l'État doit poursuivre les aides qui vous sont distribuées? Vous proposez pourquoi pas des solutions de chômage partiel quand arrivera la période de l'automne, par exemple. Aujourd'hui, quel est le diagnostic que vous faites en dehors du PGE? Alors, le diagnostic, c'est que au deuxième confinement, nous avons été suivis par l'État suffisamment pour éviter qu'on ait trop d'établissements qui ferment. On a quand même beaucoup de dossiers qui sont sous la protection des tribunaux de commerce, donc on va avoir quand même oui, ça, vous l'avez dit, voilà. Et vous craignez pour novembre, hein, voilà. Notamment. Nous, dans notre rôle, nous avons essayé d'organiser un maximum de transactions pour éviter qu'il y ait des fermetures sèches, avec des pertes d'emplois derrière, mais il va y avoir malheureusement des dossiers qui vont tomber à l'automne. Il faut absolument que l'État nous accompagne. L'État nous a accompagnés jusqu'à maintenant. S'il nous laisse tomber maintenant, ça aura servi à rien. C'est-à-dire que c'est cet hiver que l'on va tomber. Il y a des pistes, on propose des pistes, donc il y a les histoires du PGE, parce que c'est quand même un gros mur de dette qu'il faut pouvoir assumer, donc qu'il soit en annulation ou qu'il soit sur un remboursement plus étalé. Il y a aussi la carte des charges patronales sur les salaires, puisque si on veut conserver dans ce pays un maximum de salariés, bien qu'on ait du mal à trouver des salariés, mais il faut absolument alléger cette charge, c'est 30% de charge sur les entreprises, les masses salariales.
Donc si on peut, je ne parle pas des charges salariales elles-mêmes, c'est-à-dire qui sont des salaires différés pour le salarié, je parle des charges patronales qui vont payer l'État, la région, le département. C'est cette partie-là sur laquelle il faut faire un effort. Il faut faire un effort sur la CVAE, même chose, qui se répartit entre l'État, la région et le département. Il faut faire, voilà. Je pense que si on peut payer moins de taxes, ça va nous permettre de libérer plus de cash flow et ça nous permettra de vivre. Voilà. La clé des entreprises, c'est le cash flow. Il faut que l'État nous accompagne pour sauver nos cash flows. C'est le maître mot. L'État, les régions et les départements, vous l'avez dit, on vote justement ce week-end pour élire les présidents de départements et de régions. Scrutin à dimanche, donc qui se fermera à 20h. Absolument pas ça que je voulais dire. Je voulais vous parler du débat de l'entre-deux tours pour notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur que vous pourrez suivre sur les antennes d'Azur TV. Notez bien la date. Jeudi 24 juin entre 8h30 et 9h30 en direct, animé par Jean-Jacques Bourdin. Les antennes d'Azur TV qui vont se transformer en BFM Marseille-Provence, BFM Toulon-Var et BFM Nice-Côte d'Azur. Voilà pourquoi vous aurez la possibilité de suivre ce débat avec les challengers qui concourront pour le second tour. Merci beaucoup Christophe Souk. Bon courage à vous, bonne saison. On espère que vous allez trouver la main-d'œuvre nécessaire même si il est tard et évidemment on reste à vos côtés si on le peut. On va faire un peu de sport maintenant. On était déjà dans le domaine du sport avec le Grand Prix de France. Là, vous allez découvrir un Salonnais, un habitant de Salon qui va concourir pour le championnat du monde de kickboxing à Milan. Et c'est sa dernière compétition à ce niveau-là. Une rencontre avec son entraîneur, d'ailleurs, signé Valentin Rodriguez. Dernier préparatif avant le grand jour pour Maurice. Ce Salonnais de 39 ans va disputer ce samedi le championnat du monde de kickboxing à Milan. Un dernier challenge à relever après 20 ans de pratique. Là, ça sera ma dernière compétition, parce que j'ai quand même 39 ans, ce qui n'est pas rien pour un boxeur. Puis bon, j'avais déjà 2 championnats du monde à mon actif précédemment. Donc là, je le prends plus avec maturité, voilà, histoire d'apprendre encore des choses, parce que j'apprendrai, je pense, toute ma vie, et prendre du plaisir avant tout. Pour l'ultime défi de sa carrière, le double vice-champion du monde a dû s'adapter pour sa préparation. Crise sanitaire oblige. Accompagné par son coach, le Salonnais s'est entraîné en bas de chez lui 3 fois par semaine depuis le début de la crise en mars dernier. Ça a été très dur parce qu'on s'est entraîné dehors. J'ai pas pu aussi l'entraîner à ma façon. Parce que vous savez, dans une salle, c'est encore mieux. Il y a les sacs, il y a cette atmosphère vraiment de champion. Et là, ça a été vachement dur de s'entraîner dehors en plein hiver. Bon, c'est un garçon courageux. Et il a résisté, on a bien travaillé. Dans la catégorie des moins de 91 kilos, Maurice sera le seul participant français. À bientôt 40 ans, il pourrait devenir le premier tricolore amateur à remporter la ceinture mondiale dans sa catégorie. Et le sport, toujours, enfin, certaines façons de faire du sport. Vous pouvez découvrir évidemment les grandes métropoles, les littoraux de notre région à vélo. Dans les villes, justement, le vélo explose. Les municipalités sont forcées de s'adapter, de créer des pistes cyclables, de proposer également des solutions en vélo partage. Depuis quelques années, c'est le cas sur le territoire de la métropole Nice-Côte d'Azur. Et Sébastien Serrano est allé pédaler notamment du côté de Villefranche en ce vendredi matin dans la superbe rade de Villefranche. À Villefranche-sur-Mer, depuis hier, on compte une dizaine de nouveaux habitants et c'est Monsieur le maire qui fait les présentations. On a des petits nouveaux, vous voyez, ils sont là. C'est les vélos bleus électriques. Je pense que c'est vraiment bien, c'est une bonne initiative. Et puis en plus, à Villefranche, c'est utile le vélo électrique. Vous savez, Villefranche, ça monte, ça descend. Rien que pour venir de Nice par le boulevard Carnot, c'est difficile. Donc là, c'est un outil qui me semble vraiment important pour les gens de la métropole qui veulent venir jusque chez nous. Dans le cadre du plan vélo de la métropole Nice-Côte d'Azur, visant à démocratiser la pratique du vélo en ville et la rendre plus régulière, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Beaulieu et donc Villefranche-sur-Mer ont suivi l'exemple, entre autres, de leurs voisines niçoises. Je pense que c'est plus qu'un phénomène de mode. Il y a un gros encombrement des routes par les véhicules à moteur. Et aujourd'hui, le vélo électrique, c'est une vraie solution. À Villefranche, par exemple, on a mis en place un sens unique qui va permettre de laisser une place pour le vélo. À quelques kilomètres de là, à Nice, c'est le réaménagement du boulevard Gambetta qui suscite encore des interrogations.
Automobilistes, riverains, cyclistes, pas facile de faire cohabiter tout le monde. Pourtant, pour Daniele, le projet doit être commun. Il y a une discussion possible, mais il faut partir des mêmes bases et de la même idée. C'est-à-dire que le problème initial, c'est quoi ? C'est pas ne plus pouvoir aller prendre sa baguette avec la voiture, c'est la pollution, les bruits, les villes qu'il faut désengorger, comme Nice, il y a plein de voitures. Avec plus de 6000 adhérents et 3000 utilisateurs quotidiens, le service Vélo Bleu vient conforter les municipalités dans leurs investissements. Les pistes cyclables imposées par la loi sont également indispensables. Le problème, en fait, c'est que beaucoup de monde ont peur de faire du vélo et c'est pour ça que c'est important de faire des infrastructures, des pistes cyclables, parce que ça sécurise. Il n'y a pas longtemps, il y a un jeune qui est décédé sous la promenade. Et ben justement, c'est un problème, ça arrive. Et c'est important de sécuriser la route pour les vélos, mais aussi pour les voitures, parce qu'une fois qu'elles sont en piste cyclable, même les voitures, je pense, se sont moins stressées de circuler. Hasard du calendrier, demain aura lieu l'événement Nice Fête le vélo, avec de nombreuses animations consacrées à la pratique du vélo. Allez, nous prenons maintenant la direction de la principauté de Monaco. Je vous en disais quelques mots tout à l'heure. Monaco qui a choisi de protéger, de préserver et de recenser la population des hippocampes dans ses eaux territoriales. C'est la mission notamment de la fondation du prince Albert II. L'espèce est menacée de disparition. Elle est donc couvée à Monaco. Après la naissance de plusieurs bébés au sein du musée océanographique monégasque, évidemment, ces derniers ont été relâchés en mer Méditerranée. Benoît Ruiz et Marco Sansado. Au large de Monaco, on se prépare pour le grand bain de 7 bébés hippocampes. Ces petits poissons sont nés il y a 9 mois au sein du musée océanographique de la Principauté et vont pour la toute première fois trouver les eaux bleues de la Méditerranée. C'est une étape importante. Voilà, on a élevé ces petits hippocampes pendant quelques mois dans le centre de soins. Ils sont au cœur du projet d'étude vraiment de la population dans toutes les eaux monégasques. Donc il y a forcément un peu d'émotion, on est content de les remettre à l'eau. Et ces poissons emblématiques sont une espèce quasi menacée. L'année dernière, il aura fallu 160 heures de plongée sous-marine pour prélever 3 hippocampes mouchetés. Sur ces 3 individus, seul le mâle qui porte les œufs a donné naissance à une centaine de bébés hippocampes. Très peu d'entre eux ont survécu. En milieu naturel, on estime qu'on est à moins de 1% de taux de survie. Maintenant, un des objectifs de l'étude, c'était justement d'arriver à progresser sur ces protocoles d'élevage. On a fait un essai, il nous reste 7 individus. C'est pas mal. Et ces jeunes hippocampes réintroduits continueront d'être surveillés grâce à 2 outils innovants. On va prélever de l'ADN environnemental, des traces d'ADN que nous allons analyser, de manière à avoir une observation témoin. Nous sommes sûrs que les hippocampes sont là, on va prendre les mesures et régulièrement, pendant 5 ans, en fait, on va mener un suivi de manière à essayer de tracer et d'observer non seulement ces hippocampes, mais d'autres hippocampes et de manière à avoir un suivi de la population d'hippocampes en Principauté de Monaco. Ces bébés ont été remis à l'eau ce mercredi sur le site des Roches Saint-Nicolas au port de Fontvieille. Des plongeurs et scientifiques les ont relâchés à une vingtaine de mètres de profondeur sous les yeux du prince Albert II de Monaco. D'autres animaux, à présent, à l'autre bout de notre région, à Aix-en-Provence, où vient d'ouvrir la première librairie à chats. On peut y acheter des livres, forcément, mais vous le voyez, vous y côtoierez aussi ces petits matous qui ne sont pas proposés à l'adoption. Reportage signé Manon Mujica. Chez ce libraire, les happy end ne s'écrivent pas que dans les livres. Alors je vous présente le chat Tam, il est parrainé par Maxime Chatham. Alors il a une histoire bien triste, Tam. Il a été abandonné par un couple qui se séparait et en fait ils ont juste mis le chat dans une cage sur un parking en plein soleil, sans nourriture et sans eau. Heureusement il a été découvert par une dame. Tam, Rookie, Plume, ils sont 6 félins, tous issus de refuges, à avoir trouvé leur maison pour la vie ici, au Chapitre, une librairie généraliste unique en France. Elle a ouvert ses portes la semaine dernière à Aix-en-Provence. Sur les étagères, quelques filous. Il est très câlin, très calme. Lui, je ne suis même pas sûre qu'il s'est rendu compte qu'il avait changé d'endroit entre le refuge et ici. Mais surtout, 12 000 références. Littérature jeunesse, BD, romans policiers. Un tiers des ouvrages sont des clins d'œil au chat.
Ernest Hemingway, on est sur un classique, donc Le chat sous la pluie, ou encore un auteur plus contemporain, Gilles Le Gardinier, où vous trouvez dans tous ses livres un chat à chaque fois. On va raconter son histoire quotidienne, ses petites bêtises et avec une petite touche d'humour. Les caresses sont possibles, pas les adoptions. Les fondateurs du lieu, Solène Chavannes et Jean-Philippe Doux, veulent sensibiliser contre les coups de cœur compulsifs. On est aussi le pays qui a la plus grande population féline en France, mais on est le pays qui abandonne le plus. Donc il y a quand même une leçon à tirer et je pense qu'on ne communiquera jamais assez sur l'importance effectivement de ne pas abandonner son animal, que c'est un engagement 15-20 ans pour un chat, que c'est un budget, qu'il faut extrêmement bien réfléchir, ça ne peut pas être un caprice d'enfant. S'il cartonne, le concept de cette librairie à chat pourrait prochainement s'exporter dans d'autres villes comme Lyon ou Bordeaux. En attendant, on laisse à ces matous un peu d'intimité dans leurs pièces privées. Et on se retrouve dans un instant pour la suite de ce grand direct. Pour vous informer au plus près de chez vous, Azur TV devient BFM Marseille-Provence, Toulon-Var, Nice-Côte d'Azur. L'info de proximité, l'économie locale, les loisirs, les sports, les transports, les sorties, toute l'actualité, 7 jours sur 7. Toute la journée, des rendez-vous d'information réactualisés en permanence. Avec le Grand Journal du Sud, pour vous informer au plus près de chez vous. C'est une équipe 100% dédiée, réactive, des innovations technologiques au service du direct. Info, météo, proximité, ce qui fait votre quotidien. BFM Marseille-Provence, BFM Toulon-Var, BFM Nice-Côte d'Azur. Disponible sur tous les supports. La suite de ce grand direct, merci d'être avec nous ce soir sur les antennes d'Azur TV. Nous faisons le point évidemment sur l'actualité de la journée en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec à la une les concerts qui seront autorisés le soir de la fête de la musique, les mini-concerts plutôt, dans les établissements qui accueillent du public, les bars et les restaurants. Bonne nouvelle, nous a dit Christophe Souk sur ce plateau. D'autres restaurateurs sont un peu plus inquiets parce qu'ils ont annulé leur soirée pour les reprogrammer ensuite. Le protocole sanitaire restera en vigueur, les masques et la distanciation sociale. Le Festival de Cannes, lui aussi, se prépare. Il est prévu pour le 6 juillet prochain. Il va se prolonger jusqu'au 17 juillet. Et les réservations, notamment dans les hôtels, sont un peu inquiétantes. Des hôtels qui ne font pas le plein pour le moment. Et puis, la métropole Nice-Côte d'Azur poursuit le développement du vélo sur son territoire. Vous le verrez notamment du côté de Villefranche. Il reste encore des progrès à faire sur tous nos territoires. L'information de la journée, l'une des informations de la journée, c'est donc la fête de la musique est maintenue, ça vous le saviez déjà, mais surtout la possibilité d'organiser des petits concerts dans les bars et dans les restaurants. Une bonne nouvelle, nous disait le vice-président de l'UMI dans les Alpes-Maritimes, l'Union des métiers de l'industrie et de l'hôtellerie. À Marseille, les réactions sont un peu plus mitigées, même si évidemment les clients notamment ne boudent pas leur plaisir. Cindy Chevaux. C'est une bonne nouvelle pour tous les mélomanes. À Marseille, il sera possible d'assister à des concerts autour d'un verre lors de la fête de la musique. Pour les Marseillais, s'annonce un moment de liberté retrouvée. Moi je trouve que c'est une super bonne idée parce qu'après l'année qu'on a eue, refaire des concerts, ressortir, revoir du monde, et ça va faire du bien à tout le monde, surtout pendant la fête de la musique. C'est un peu symbolique, comme si ça revient un peu, quoi. Donc je trouve que c'est une très bonne chose. Je pense que personne ne veut revivre la déconvenue qu'a été septembre dernier, où après 2 mois très agréables, on s'est retrouvés à aller vers un autre reconfinement. Donc je pense que les personnes retiennent les leçons. Si les concerts devaient se dérouler uniquement en extérieur, le protocole sanitaire est aujourd'hui assoupli. Mais sur le papier, certaines règles seront toujours en vigueur. Le port du masque est recommandé, sans oublier l'interdiction de se rassembler à plus de 10 personnes sur l'espace public. Après avoir programmé puis annulé un concert dans son établissement, ce gérant de bar se retrouve dans l'obligation de réorganiser sa soirée.
On subit des annonces qui changent du jour au lendemain et qu'on ne sait pas où c'est qu'on va mettre les pieds. Donc pour l'instant, je ne peux rien organiser, j'étais obligé de tout annuler. Tout ce qui est festif est une bonne nouvelle, évidemment, avec ce qu'on a subi depuis plusieurs mois, c'est une très bonne nouvelle. Mais en termes de travail, ça reste un peu plus compliqué, oui. Un peu plus compliqué mais bénéfique. Tout le monde en a besoin, les artistes eux-mêmes, mais aussi les publics. Ça permet justement de provoquer des émotions, de faire de nouveau rêver, de se retrouver. Et c'est important. Alors bien sûr, en respectant des règles, parce que en même temps, ayons toujours à l'esprit quand même cette crise sanitaire. Le couvre-feu, lui, prendra fin dès ce dimanche. L'occasion de faire la fête toute la nuit. Et cette interrogation, à présent, est-ce que le Festival de Cannes va faire recette cette année? Les dates du 6 au 17 juillet prochain. Le président, ce sera le réalisateur américain Spike Lee. Les restaurateurs qui, pour certains, ont fait des aménagements, des travaux et qui comptent capitaliser sur le plus grand festival de cinéma du monde et son marché. Les hôteliers, de leur côté, eux aussi aimeraient bien capitaliser, mais vous allez le voir, certains sont inquiets. Les réservations pour l'instant ne décolle pas. Kelly Vargin. Dans ce bar à l'ambiance vintage situé tout près du Palais des Festivals, on attend le 6 juillet avec impatience. Les gérants ont réalisé 15 à 20 000 euros de travaux pour moderniser leur établissement et attirer les clients. Et heureusement, ils le font en juillet, donc on est vraiment dans l'attente de ce nouveau festival. On a fait un peu de travaux, un petit peu de peinture. Au lieu d'en avoir un seul barman qui puisse faire les cocktails, on en a fait 2. Après, on a augmenté le nombre de bières à la pression. On a allégé aussi l'aménagement à l'intérieur. Et après, l'extérieur, pareil, on a refait le mobilier, parce que c'est vrai que ça commençait un peu à vieillir. Dès le mois de juillet, le personnel va quasiment doubler. Dans cet autre établissement à proximité, également des Marches, on a déjà recruté tout le personnel nécessaire. On est sur le Bobo Bistro à 25 personnes, tout compris. On a prévu effectivement, avec nos différents fournisseurs, tout ce qu'il faut pour répondre à la demande. Du jour au lendemain, on double quasiment notre fréquentation, donc ça se prépare, ça s'anticipe. Ce gérant d'hôtel est prêt, mais rien n'y fait. Le planning de réservation a du mal à se remplir, en cause l'absence de clients étrangers. Dans l'hôtel, effectivement, j'ai 25 chambres, et à ce jour, on a 7 chambres effectivement de réservées pour le Festival de Cannes. C'est vrai qu'on avait des Américains, on pouvait avoir des Japonais, des Chinois, des Anglais. Et c'est vrai que pour l'ensemble de ces nations, pour l'instant, il y a très peu de réservations. Et il n'est pas le seul dans cette situation. Actuellement, le taux de réservation pour les hôtels 3 étoiles à Cannes avoisine les 20-25%. Et l'un des événements sportifs du week-end, outre les demi-finales du top 14 de rugby, l'Euro de foot évidemment avec la France qui va jouer demain face à la Hongrie, c'est le Grand Prix de France. Et ce Grand Prix, vous le savez, il se passe dans notre région, plus précisément sur le circuit Paul Ricard. C'est du côté du Castellet, une édition particulière qui a été reprogrammée plusieurs fois. La jauge sera évidemment limitée. Les spectateurs sont déjà au rendez-vous et les petits villages alentours aimeraient profiter un peu plus des retombées économiques de l'événement. Luca Licata Caruso et Yentel Criado. Vous l'entendez derrière moi, ici au circuit Paul Ricard, les voitures ont déjà entamé les tours de piste. Cette année, le Grand Prix de France peut accueillir jusqu'à 15 000 spectateurs par jour contre 65 000 en temps normal. Alors, juste avant d'arriver dans le circuit, passage obligatoire pour tous les visiteurs dans cette tente pour passer un test Covid antigénique, du moins pour ceux qui ne sont pas vaccinés. Et malgré ces restrictions sanitaires, vous allez le voir, les fidèles sont au rendez-vous. Pas question de rater le spectacle. Nous, on habite le Bossé, donc évidemment, c'est important d'être ici. C'est le Grand Prix du pays, donc évidemment, c'est une fierté. Et j'espère qu'on gardera le Grand Prix et qu'ils ne décaleront pas à Manicourt. C'est magnifique. Moi, c'est la première fois que je vois un Grand Prix en vrai, donc voilà, c'est assez récent. J'ai découvert le sport assez récemment. Mais non, ça fait plaisir, c'est fou de voir ça en vrai, le bruit et tout. J'attendais que ça, donc voilà. On est en famille, puisqu'il y a le grand-père, le père et le fils, et le petit-fils. Alors si ici l'ambiance est à son comble, ce n'est pas le cas en contrebas du circuit dans les villages alentours. Les habitants sont plutôt partagés. Certains sont bien évidemment heureux de voir les champions de Formule 1 sur leur terre. D'autres soulèvent notamment des problèmes de circulation. Ils regrettent également que leur petite commune ne puisse pas, d'un point de vue économique, profiter pleinement de l'événement. À une époque, ça a été bénéfique, à une époque, parce que tout le monde en profitait. Mais là, il n'y a que ceux du haut maintenant qui en profitent. Le Grand Prix n'amène pas de monde parce que tous les gens restent en haut.
avec la police qui surveille bien sûr les sorties et les entrées. Quant à la compétition, tous les projecteurs seront tournés vers le duel entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. 2 Français seront en lice pour ce Grand Prix de France, Esteban Ocon et Pierre Gasly, qui auront à cœur de briller à domicile. Les qualifications, ça commence demain dès 15 h. La course, quant à elle, se tiendra dimanche à la même heure. Et un autre Français, un Salonnais dans les Bouches-du-Rhône, va défendre les couleurs de notre pays ce week-end pour une compétition sportive un peu moins médiatisée, les mondiaux de kickboxing. C'est Valentin Rodriguez qui est allé à sa rencontre à la veille d'un des rendez-vous les plus attendus de la discipline. Dernier préparatif avant le grand jour pour Maurice. Ce Salonnais de 39 ans va disputer ce samedi le championnat du monde de kickboxing à Milan. Un dernier challenge à relever après 20 ans de pratique. Là, ça sera ma dernière compétition, parce que j'ai quand même 39 ans, ce qui n'est pas rien pour un boxeur. Puis bon, j'avais déjà 2 championnats du monde à mon actif précédemment. Donc là, je le prends plus avec maturité, voilà, histoire d'apprendre encore des choses, parce que j'apprendrai, je pense, toute ma vie, et prendre du plaisir avant tout. Pour l'ultime défi de sa carrière, le double vice-champion du monde a dû s'adapter pour sa préparation. Crise sanitaire oblige. Accompagné par son coach, le Salonnais s'est entraîné en bas de chez lui 3 fois par semaine depuis le début de la crise en mars dernier. Ça a été très dur parce qu'on s'est entraîné dehors. J'ai pas pu aussi l'entraîner à ma façon. Parce que vous savez, dans une salle, c'est encore mieux. Il y a les sacs, il y a cette atmosphère vraiment de champion. Et là, ça a été vachement dur de s'entraîner dehors en plein hiver. Bon, c'est un garçon courageux. Et là, il a résisté, on a bien travaillé. Dans la catégorie des moins de 91 kilos, Maurice sera le seul participant français. À bientôt 40 ans, il pourrait devenir le premier tricolore amateur à remporter la ceinture mondiale dans sa catégorie. Impossible d'échapper au développement du vélo dans les centres-villes. C'est le cas à Marseille, à Toulon. Des efforts sont encore à faire selon les associations. La métropole Nice-Côte d'Azur, elle, de son côté, déploie depuis plusieurs années le dispositif Vélo Bleu. Pas uniquement à Nice, dans les communes qui composent aussi cette métropole. Illustration à Villefranche avec Sébastien Serrano. À Villefranche-sur-Mer, depuis hier, on compte une dizaine de nouveaux habitants et c'est monsieur le maire qui fait les présentations. On a des petits nouveaux, vous voyez, ils sont là. C'est les vélos bleus électriques. Je pense que c'est vraiment bien, c'est une bonne initiative. Et puis en plus, à Villefranche, c'est utile le vélo électrique. Vous savez, Villefranche, ça monte, ça descend. Rien que pour venir de Nice par le boulevard Carnot, c'est difficile. Donc là, c'est un outil qui me semble vraiment important pour les gens de la métropole qui veulent venir jusque chez nous. Dans le cadre du plan vélo de la métropole Nice-Côte d'Azur, visant à démocratiser la pratique du vélo en ville et la rendre plus régulière, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Beaulieu et donc Villefranche-sur-Mer ont suivi l'exemple, entre autres, de leurs voisines niçoises. Je pense que c'est plus qu'un phénomène de mode. Il y a un gros encombrement des routes par les véhicules à moteur. Et aujourd'hui, le vélo électrique, c'est une vraie solution. À Villefranche, par exemple, on a mis en place un sens unique qui va permettre de laisser une place pour le vélo. À quelques kilomètres de là, à Nice, c'est le réaménagement du boulevard Gambetta qui suscite encore des interrogations. Automobilistes, riverains, cyclistes, pas facile de faire cohabiter tout le monde. Pourtant, pour Danielé, le projet doit être commun. Il y a une discussion possible, mais il faut partir des mêmes bases et de la même idée. C'est-à-dire que le problème initial, c'est quoi ? C'est pas ne plus pouvoir aller prendre sa baguette avec la voiture, c'est la pollution, les bruits, les villes qu'il faut désengorger, comme Nice, il y a plein de voitures. Avec plus de 6000 adhérents et 3000 utilisateurs quotidiens, le service Vélo Bleu vient conforter les municipalités dans leurs investissements. Les pistes cyclables imposées par la loi sont également indispensables. Le problème, en fait, c'est que beaucoup de monde ont peur de faire du vélo et c'est pour ça que c'est important de faire des infrastructures, des pistes cyclables, parce que ça sécurise. Il n'y a pas longtemps, il y a un jeune qui est décédé sous la promenade. Et ben justement, c'est un problème, ça arrive. Et c'est important de sécuriser la route pour les vélos, mais aussi pour les voitures, parce qu'une fois qu'elle est en piste cyclable, même les voitures, je pense, se sont moins stressées de circuler. Hasard du calendrier, demain aura lieu l'événement Nice Fête le vélo, avec de nombreuses animations consacrées à la pratique du vélo.
Et avant d'entamer la dernière partie de ce grand direct, c'est 2 rendez-vous à noter sur nos antennes. Le premier, ce sera dimanche soir, les élections régionales et départementales à vivre en direct sur nos antennes. Prise d'antenne 19h30, premières estimations à 20h, nos invités, décryptage et puis réaction évidemment. Une fois que les rapports de force seront établis, vous pourrez suivre le grand débat de l'entre-deux tours sur les antennes d'Azur TV. Le rendez-vous est fixé jeudi prochain, le 24 juin, de 8h30 à 9h30. Un débat qui sera présenté par Jean-Jacques Bourdin. Les antennes d'Azur TV qui vont devenir BFM Marseille-Provence, BFM Toulon-Var et BFM Nice-Côte d'Azur. On se retrouve dans quelques secondes maintenant pour la dernière partie de ce grand direct. Nous évoquerons notamment les problèmes de sécheresse en région PACA. Pour vous informer au plus près de chez vous, Azur TV devient BFM Marseille-Provence, Toulon-Var, Nice-Côte d'Azur. L'info de proximité, l'économie locale, les loisirs, les sports, les transports, les sorties, toute l'actualité, 7 jours sur 7. Toute la journée, des rendez-vous d'information réactualisés en permanence. Avec le Grand Journal du Sud, pour vous informer au plus près de chez vous. C'est une équipe 100% dédiée, réactive, des innovations technologiques au service du direct. Info, météo, proximité, ce qui fait votre quotidien. BFM Marseille-Provence, BFM Toulon-Var, BFM Nice-Côte d'Azur. Disponible sur tous les supports. Et à la une ce soir, nous en parlons depuis le début de ce grand direct, c'est mini-concerts qui seront autorisés lundi soir. Lundi soir, vous l'avez probablement coché sur votre agenda, c'est la fête de la musique. Mini-concerts donc possibles dans les bars et les restaurants, à condition de respecter bien sûr le protocole sanitaire. Le Grand Prix de France, vous avez aussi pris rendez-vous, c'est dimanche après-midi à 15h, un Grand Prix sur le circuit du Castellet. C'est dans le Var. Les spectateurs, les fans sont déjà au rendez-vous. Vous avez entendu ces commerçants des petites villes alentours qui aimeraient que les retombées économiques leur profitent également. Et puis, Festival de Cannes, 6 au 17 juillet prochain, là aussi des inquiétudes, notamment chez les hôteliers pour qui, vous l'avez entendu dans cette émission, eh bien, les réservations ne sont pas à la hauteur. Il reste une quinzaine de jours pour remplir les chambres. Et un problème qui va se poser, évidemment, qui se pose peut-être déjà, c'est celui de la sécheresse en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Chaque été, dans le Var, les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône, les incendies font des ravages. C'était vraiment le cas ces dernières années. Bonsoir, Yoann Lorito. Merci d'être avec nous. Ravi de vous accueillir. Vous êtes le fondateur de Météo Varoise, désormais une référence dans notre région, notamment sur les événements météorologiques. D'abord, on peut peut-être faire un point sur ce qui se passe actuellement. Est-ce que là, on est en période de sécheresse sur notre région ? Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Alors actuellement, oui, on a quand même une situation qui est globalement tendue puisque sur la région, à l'heure où je vous parle, on est quand même sur des niveaux qui sont quand même au niveau des nappes inférieurs à la moyenne, juste inférieurs ou parfois très inférieurs. Donc malgré des précipitations quand même assez abondantes en avril, en mai et quelques orages récemment dans l'arrière-pays, oui, on est dans une situation qu'il faut surveiller de près. Est-ce que ça veut dire que le risque incendie est prononcé ? À l'heure actuelle, au niveau de la sécheresse superficielle, nous sommes relativement dans une situation qui est bonne, puisqu'on a eu donc quelques pluies assez récentes dans pas mal de secteurs.
Cependant, au fil des jours et des semaines qui arrivent, effectivement, le temps va être assez souvent sec quand même. Les quelques averses qui passeront ne suffiront pas à humidifier comme il faut les sols. Et dans quelques temps, nous allons avoir un risque incendie qui sera sans doute plus élevé, probablement en arrivant sur début juillet. Vous travaillez avec les pompiers du Var en étroite collaboration, même plus que ça. Sont mobilisés déjà vos collègues attentifs, notamment sur la sensibilisation également, parce que c'est de notre responsabilité aussi que de faire attention quand on jette sa cigarette, quand on fait un feu. Oui, exactement. Oui, on est très attentif à tout ça. Donc, il y a une longue préparation qui a été faite au sein du SDIS 83, par exemple, par rapport à la saison feu de forêt qui démarre. Hein. Donc, ça y est, par exemple, les hélicoptères sont activés sur notre département. Donc là, on a un gros dispositif. On a revu les mesures de sécurité, les groupes, etc. Donc, on est prêt. Des formations ont été faites pour ça durant la saison hivernale. On surveille avec attention. Maintenant, nous attendons donc les premiers risques. Mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes prêts. Nous connaissons les difficultés, les problématiques et pour nous effectivement tant que le risque est bas, c'est plutôt bien effectivement parce que nous avons connu des années très difficiles par le passé, d'ailleurs dans les Bouches-du-Rhône aussi, tout le monde est exposé sur la côte méditerranéenne, mais en tout cas ce qu'il faut retenir c'est que nous sommes prêts à faire face aux premiers gros risques. L'autre question qu'on se pose, Johan Lorito, c'est celle de la canicule. Est-ce qu'on va au-devant d'une année particulièrement chaude cet été? On a déjà des températures assez élevées en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors effectivement, ça y est, hein, l'été est arrivé. Il a un petit peu tardé cette année. Nous avons eu quand même un printemps qui a été donc pluvieux, assez frais finalement. Ça faisait quelques années que ce n'était plus arrivé. Mais là, ça y est, depuis quelques jours, une dizaine de jours, l'été est arrivé. Effectivement, avec des températures parfois au-dessus des normales de saison. Désormais, ces dernières années, on constate qu'à partir de mi-juin, fin juin, on a quand même des périodes parfois très chaudes. On se souvient de la canicule très importante, par exemple en 2019. Donc oui, là, disons que pour l'instant, nous n'avons pas un risque de canicule, nous n'en voyons pas sous 2-3 semaines. Cependant, effectivement, l'été va être chaud. On sait que les étés sont de plus en plus compliqués. Nous avons un stress hydrique qui s'accentue très rapidement, d'autant plus que nous avons la problématique du Mistral. Tous ces facteurs liés, plus une hausse de la température vers des seuils caniculaires, ce qui n'est pas exclu durant l'été quelque temps, nous amène à la plus grande prudence et c'est effectivement ce qu'on redoute. Une dernière chose, Johan Lorito, est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement votre histoire parce qu'elle est belle. Vous êtes passionné, vous êtes passionné d'orage d'ailleurs, je crois au départ, et vous avez élargi votre spectre pour devenir un vrai spécialiste de la météo. Comment c'est né tout ça, cette passion et cette folle aventure? Parce que je le dis, aujourd'hui, vous travaillez même avec les pompiers qui font appel à votre expertise. Oui, exact. Merci beaucoup. Effectivement, elle est belle. Aujourd'hui, je m'en rends compte. Alors moi, tout petit, j'aimais les orages, j'adorais les orages. Depuis mon plus jeune âge, j'ai des souvenirs. J'avais 4 ans. Voilà, mes premiers souvenirs, j'avais 4 ans. Donc des orages terribles qui passaient sur mon domicile, le domicile familial. Et au fil des années, j'ai voulu photographier ces orages, donc en apprendre plus sur le phénomène, de manière à pouvoir aller à leur contact, à avoir plus de photos de foudre, etc. C'est vraiment la violence du phénomène qui m'intéressait. Et puis, plus globalement, en fait, les tempêtes, les phénomènes extrêmes. Donc, on a des gros coups de mer, des tempêtes de Mistral, des tempêtes de vent d'Est, tout ça. Et au fil du temps, j'ai surtout remarqué sur le terrain et en grandissant, depuis 2010-2014 notamment, que ça avait un impact énorme sur les populations, aussi bien l'inondation d'ailleurs que le feu de forêt, qui sont les deux risques principaux dans nos régions. Suite à ça, donc effectivement, j'ai monté mon entreprise, j'ai proposé des services aux gens en autodidacte, et aujourd'hui, oui, ça fait 6 ans maintenant que ça fonctionne, et au niveau du SDIS 83, j'évolue en tant que sapeur-pompier volontaire, expert météo, c'est-à-dire que je m'occupe de la partie météo, on me sollicite pour la partie météo lorsqu'il y a besoin, pour tout type de risque. Ouais. Et j'invite tous nos téléspectateurs à suivre vos réseaux sociaux, par exemple, parce que les prédictions sont toujours très, très justes, les analyses également. Vous relayez aussi parfois des documents vidéo, des photos, et c'est assez incroyable cette histoire. Merci à vous en tout cas, Johan Lorito. Passez un bon été, vous allez être à la fois sollicité pour vos prédictions et avec les pompiers. Donc voilà, on compte sur vous aussi pour veiller sur nous. Merci beaucoup, Johan Lorito. Merci beaucoup. Voilà, la sécheresse, évidemment, qui est déjà là. La sécheresse qui menace la biodiversité
sur terre, la biodiversité qui est menacée également en mer. À Monaco, par exemple, on se préoccupe des hippocampes. L'espèce est quasiment en voie de disparition. Le prince Albert II et sa fondation ont donc prélevé des bébés en mer pour les faire grandir et les relâcher ensuite au large de Monaco. C'est une histoire qui vous est racontée par Benoît Ruiz et Margot Sansano. Au large de Monaco, on se prépare pour le grand bain de 7 bébés hippocampes. Ces petits poissons sont nés il y a 9 mois au sein du musée océanographique de la Principauté et vont pour la toute première fois trouver les eaux bleues de la Méditerranée. C'est une étape importante. Voilà, on a élevé ces petits hippocampes pendant quelques mois dans le centre de soins. Ils sont au cœur du projet d'étude vraiment de la population dans toutes les eaux monégasques. Donc il y a forcément un peu d'émotion, on est content de les remettre à l'eau. Et ces poissons emblématiques sont une espèce quasi menacée. L'année dernière, il aura fallu 160 heures de plongée sous-marine pour prélever 3 hippocampes mouchetés. Sur ces 3 individus, seul le mâle qui porte les œufs a donné naissance à une centaine de bébés hippocampes. Très peu d'entre eux ont survécu. En milieu naturel, on estime qu'on est à moins de 1% de taux de survie. Maintenant, un des objectifs de l'étude, c'était justement d'arriver à progresser sur ces protocoles d'élevage. On a fait un essai, il nous reste 7 individus, c'est pas mal. Et ces jeunes hippocampes réintroduits continueront d'être surveillés grâce à 2 outils innovants. On va prélever de l'ADN environnemental, des traces d'ADN que nous allons analyser, de manière à avoir une observation témoin. Nous sommes sûrs que les hippocampes sont là, on va prendre les mesures et régulièrement, pendant 5 ans, en fait, on va mener un suivi de manière à essayer de tracer et d'observer non seulement ces hippocampes, mais d'autres hippocampes et de manière à avoir un suivi de la population d'hippocampes en Principauté de Monaco. Ces bébés ont été remis à l'eau ce mercredi sur le site des Roches Saint-Nicolas au port de Fontvieille. Des plongeurs et scientifiques les ont relâchés à une vingtaine de mètres de profondeur sous les yeux du prince Albert II de Monaco. Des hippocampes, on passe aux chats. Si vous êtes dans la région aixoise ou pas d'ailleurs, si vous allez vous balader tout simplement durant le week-end dans la ville aux 1000 fontaines, vous ferez peut-être un détour par cette première en France, cette première librairie qui fait la part belle aux chats et à la littérature. C'est un reportage de Manon Mujica. Chez ce libraire, les happy end ne s'écrivent pas que dans les livres. Alors je vous présente le chat Tam, il est parrainé par Maxime Chatham. Alors il a une histoire bien triste, Tam. Il a été abandonné par un couple qui se séparait et en fait ils ont juste mis le chat dans une cage sur un parking en plein soleil, sans nourriture et sans eau. Heureusement il a été découvert par une dame. Tam, Rookie, Plume, ils sont 6 félins, tous issus de refuges, à avoir trouvé leur maison pour la vie ici, au Chapitre, une librairie généraliste unique en France. Elle a ouvert ses portes la semaine dernière à Aix-en-Provence. Sur les étagères, quelques filous. Donc, il est très câlin, très calme. Lui, je ne suis même pas sûre qu'il s'est rendu compte qu'il avait changé d'endroit entre le refuge et ici. Mais surtout, 12 000 références. Littérature jeunesse, BD, romans policiers. Un tiers des ouvrages sont des clins d'œil au chat. Ernest Hemingway, on est sur un classique, donc Le chat sous la pluie, ou encore un auteur plus contemporain, Gilles Le Gardinier, où vous trouvez dans tous ses livres un chat à chaque fois. On va raconter son histoire quotidienne, ses petites bêtises et avec une petite touche d'humour. Les caresses sont possibles, pas les adoptions. Les fondateurs du lieu, Solène Chavannes et Jean-Philippe Doux, veulent sensibiliser contre les coups de cœur compulsifs. On est aussi le pays qui a la plus grande population féline en France, mais on est le pays qui abandonne le plus. Donc il y a quand même une leçon à tirer et je pense qu'on ne communiquera jamais assez sur l'importance effectivement de ne pas abandonner son animal, que c'est un engagement 15-20 ans pour un chat, que c'est un budget, qu'il faut extrêmement bien réfléchir, ça ne peut pas être un caprice d'enfant. S'il cartonne, le concept de cette librairie à chat pourrait prochainement s'exporter dans d'autres villes comme Lyon ou Bordeaux. En attendant, on laisse à ces matous un peu d'intimité dans leurs pièces privées. Et une petite exposition pour terminer, c'est à Nice, au musée de la photographie. Le photographe Sebastião Salgado, un artiste engagé, humaniste, avec une démarche journalistique sur notre époque. Visite guidée avec Marie Justo.
Le musée de la photographie accueille Sebastião Salgado, photographe franco-brésilien très engagé. Il a sillonné une vingtaine de pays à la recherche de paysages ou de portraits. Afghanistan, Bosnie, Éthiopie ou encore Kenya. Ces 31 clichés en noir et blanc s'inspirent de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On ressent immédiatement cette profonde humanité au regard de Sebastião Salgado qui nous conduit aux quatre coins du monde et pour nous amener, on va dire, avec sur le prétexte d'une image belle mais surtout touchante, avec un texte profond. Humaniste, défenseur de l'environnement, le photographe de presse capte des instantanés du monde qui l'entoure, des scènes de la vie quotidienne. Beaucoup d'émotions et de poésie dans ce moment de recueillement d'un Touareg au sud d'un désert d'Algérie. Et c'est un moment de contemplation et cette photographie est un reflet de l'article de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui illustre le droit à la liberté de pensée et de conscience. Et c'est une belle invitation au voyage et à la poésie et qui est toujours avec cette lumière et propre aux images de Salgado et avec cette pensée dirigée. Un des 5 photographes français qui siègent à l'Académie des Beaux-Arts section photo. Il est le sujet d'un documentaire projeté également au musée de la photographie et récompensé à Cannes en 2014. C'est un film magnifique qui a été tourné par Wim Wenders, qui est un photographe-réalisateur. Ce film retrace l'œuvre de Sebastião Salgado, toute sa vie, sur plus de 40 ans, des origines jusqu'à maintenant. Dans ce documentaire, donc, nous voyons les origines du travail de Sebastião Salgado, nous voyons les grandes thématiques qui ont été couvertes pendant toute sa vie, et puis son engagement en faveur de la planète. C'est particulièrement beau, touchant, esthétique, et tourné à la façon de Wim Wenders. L'exposition Sebastião Salgado Déclaration est à retrouver au musée de la photographie à Nice jusqu'au 26 septembre. Et c'est la fin de ce grand direct. Merci à Théo Sarfati, Sébastien Liotard, Aurélien Blot, Ilan Dehé, Philippe Caudet et Alexis Ricard. Bonne soirée à vous. On se retrouve dimanche soir, 19h30 pour la soirée électorale sur les antennes d'Azur TV.